Est-ce que vous aimez les animés avec de la magie, du mystère et de la violence aussi gratuite qu'injustifiée? Il y aura peut-être des trucs un petit peu dégueux dans la vidéo, donc je préfère prévenir tout de suite. Vous l'avez peut-être découvert sur Netflix, mais en janvier 2020 est sorti l'animé Doro et Doro, l'adaptation du manga du même nom par le studio MAPPA. Un studio d'animation japonais impliqué dans tout un tas d'animés très cool, comme Kids on the Slope avec Tezuka Productions en 2012, ou Jujutsu Kaisen cette saison-ci. Mais que moi je vous conseille pour Dororo, l'adaptation d'un manga de Tezuka. Ouais, le titre ressemble un peu, mais en vrai ça n'a absolument rien à voir. Concentrez-vous. Doro et Doro est un manga publié entre 2000 et 2018. C'est un seinen et un espèce de pot-pourri de plein de genres, et j'y reviens. Ce que vous devez retenir chez vous, c'est ce que ça raconte. L'intrigue prend place dans un univers moitié urbain, moitié fantastique, dans lequel le monde se divise en deux. D'un côté les sorciers, qui vivent dans leur petit monde tout bien tout propre, qui me fait vachement penser à la ville de Levallois-Perret, et je sais pas pourquoi. Et de l'autre, le reste des gens, qui vivent dans Hall, un ghetto dégueulasse, beaucoup plus proche de la colline du crack, si l'analogie sur Paris vous parle. Mais plus sérieusement, juste une zone urbaine crade. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que dans Doro et Doro, il existe d'un côté les sorciers, capables de produire de la fumée magique, qui permet de faire tout plein de trucs magiques, comme transformer des gens en dinosaures, ou faire de petites tourtes savoureuses. C'est toujours pas une référence à Jojo, c'est pas la peine de gratter. Et de l'autre, les gens sans pouvoir, beaucoup plus normaux. Des personnes qui mènent des vies plutôt ordinaires, en vrai, quand ils sont pas occupés à se faire bolosser par la caste des sorciers, qui du coup se servent de ces civils-là pour tester leur pouvoir magique. Il y a du racisme des deux côtés, des gangs, des guerres, de la misère et des cafards avec des chaussures, bref. Quand on commence à chercher des informations sur le manga, on tombe sur le résumé le plus courant, je vous le lis. Le récit tourne autour de Kaiman, un personnage qui a perdu la mémoire. Transmuté par un mage, il possède une tête de reptile et une force impressionnante. Il est accompagné par une jeune femme, Nikaido, qui traque les mages pour l'aider à retrouver son identité d'origine. Alors, techniquement, c'est pas faux. C'est effectivement le début du manga. Mais autant pendant un certain moment, la narration tourne autour du mystère derrière l'amnésie de Kaiman, ce personnage-là, autant c'est pas spécialement lui le héros. Y a même pas vraiment de héros en fait. Ce que Doro et Doro racontent, c'est les vies croisées des protagonistes et leur rapport avec le mystère au chocolat là. Il y a effectivement Kaiman et Nikaido, ils sont là, ils sont pépouses à Mulhouse, mais c'est pas les seuls. Le truc avec Doro et Doro, c'est que d'un chapitre à l'autre, on change complètement de point de vue en passant d'un personnage à l'autre. C'est comme ça qu'on passe de Kaiman à Nikaido, de Nikaido à N l'homme champignon, de N à Matsumura le bisu, de Matsumura à Shinenoi les nettoyeurs de la mafia, des nettoyeurs au médecin, du médecin au démon de l'enfer, et du coq à l'âne comme dans une partouze à la ferme finalement. Enfin, pas littéralement. Ce que je vais dire, c'est jamais qu'un avis personnel. Ça ne concerne peut-être que moi. Mais, vous voyez, quand on classifie des mangas, on utilise trop souvent à tort et à travers les termes shonen, shoujo, seinen ou tout ce que vous voulez, sans rien derrière. Comme si c'était suffisant pour définir tout le genre de l'œuvre. Dans l'immédiat, ça peut marcher, et on se comprend. Si je vous dis One Piece ou Dragon Ball, on pense tous shonen sans plus avoir besoin d'affiner que ça. Mais, selon moi, c'est pas assez précis. Ce serait comme essayer de définir le genre d'un film en fonction de sa limite d'âge ou de sa cible démographique. Au mieux, c'est bizarre, au pire, c'est sacrément naze. Encore une fois, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, hein. Ne laissez jamais des youtubeurs vous dicter des trucs. Mais, si je devais vous conseiller ce chef-d'œuvre du cinéma japonais qu'est Battlefield Baseball, je vous dirais que c'est un film de sport qui exploite les clichés des films de sport. Je vous balancerai pas juste que c'est un film destiné aux plus de 18 ans en espérant qu'on se comprenne, en se touchant du bout des doigts. Sur la boîte de mon DVD, y a même pas d'âge en plus. Je pense que pour les mangas, c'est un peu pareil. Ce que je veux dire, c'est que Doro et Doro, c'est effectivement un seinen. Mais à ce rythme-là, Kaguya-sama et Terraform Mars aussi sont techniquement des seinen, carrément publiés dans le même magazine. Cobra et Nicky Larson sont des shonen dans un grand fourre-tout, parce qu'ils ont été publiés dans un magazine de shonen. Et parfois, y a même des exceptions. Genre, l'attaque des Titans, c'est un shonen au Japon et un seinen en France. Non, ça n'a aucun sens et on s'y retrouve très vite plus du tout. Alors que, on peut revenir à ce dont je parlais tout à l'heure. Doro et Doro racontent un scénario unique en confrontant plusieurs points de vue successifs et complémentaires. Au cinéma, on appelle ça un film choral. Un genre de film dans lequel on retrouve un grand nombre de personnages d'importance égale. On passe d'un point de vue à un autre, d'un personnage à un autre, pas forcément de manière chronologique. C'est très courant au cinéma, par exemple dans les films de Tarantino. Ça l'est beaucoup moins dans les animés, mais
il y a quand même quelques exemples, comme Durarara, que je prononce comme je veux, ou Bakano, qui sont racontés par points de vue successifs, et qui sont aussi deux adaptations de light novel de Ryoho Narita. Dans ce genre d'animé, vous voyez, encore une fois, il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants. Éventuellement, il y a des oppositions, oui, mais c'est plus subtil que ça. Tout est question de point de vue et de structure. Et là, bon, la structure, c'est la force de Dorohedoro le manga, mais c'est aussi la faiblesse de Dorohedoro l'animé. L'élément déclencheur du récit, c'est le mystère de pourquoi ce mec-là a une tête de lézard rigolo, certes. Mais, rétrospectivement, c'est jamais qu'un point de détail dans une histoire beaucoup plus large que ça. Et ça, dans l'animé, ça marche. Le modèle choisi, ça a été celui du découpage en petits segments successifs, plusieurs par épisode, vous voyez. C'est un système qui fonctionne très bien pour le genre de l'animé choral, si on peut l'appeler comme ça. Je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Animé choral dans lequel, à tout moment, les responsables du script peuvent contrôler le rythme et l'ordre de ce qui se passe. Dans Dorohedoro l'animé, il n'y a pas de temps mort. C'est une adaptation du manga qui file bien droit, comme un petit scout à Super U, qui prend pas le pari de délire fanservice bizarre. Et en vrai, ça pose quand même un problème. L'animé fait 12 épisodes et s'arrête au tome 7 du manga, sur 23. Et Dorohedoro, c'est un manga d'un seul arc de 23 volumes. C'est très insatisfaisant parce que justement, ça respecte bien religieusement l'œuvre originale. Donc, simplement regarder l'animé ne suffit pas à rien du tout, en fait. En 12 épisodes, t'as de grands moments, hein, je dis pas. Comme cette bien jolie séquence de plans rapides dans l'épisode 1, ou tout plein de trucs particulièrement gore que je vous montre parce qu'effectivement, je vous avais prévenu en début de vidéo, ça allait être un petit peu dégueulasse. Mais si t'étais là pour ce que ça raconte, va lire le manga, parce qu'ici t'auras très clairement un tiers de l'histoire au mieux, en étant généreux. Sans aller jusqu'à être une alternative, c'est très bien adapté, mais si on voulait faire les choses bien, il faudrait au moins 2 saisons de plus. Tout spécialement parce que c'est un récit choral. Il y a des énigmes du manga qui sont à peine amorcées parce qu'à aucun moment l'animé n'essaye de dévier du matériel d'origine. Ce truc là, dans le générique, les têtes de gyoza, le fameux délicieux petit ravioli japonais, ça a du sens en vrai, mais à partir du tome 22, à peu près. Désolé. Maintenant, si on se met à parler d'animation pure, Dorohedoro est un animé entièrement réalisé en 3D, la fameuse CGI, sur laquelle le clan des Okamari no Suzuki ont tendance à pisser en permanence. Pause. Je sais que ça peut en refroidir beaucoup parmi vous. Je sais que l'animation japonaise et la 3D CG, ça a connu des dérives tellement moches que ça en devenait drôle. Ah ah ah! Oui, Berserk 3D pas bien. Mais je vous invite quand même à ne pas tout mettre dans le même panier. Il y a un monde entre le Berserk dégueulasse de 2016 et des grosses dingueries comme Oseki no Kuni de Orange en 2017. Les images générées par ordinateur, c'est pas si différent de n'importe quelle autre technique d'animation. Et on peut faire des trucs grandioses avec. Peut-être que vous avez des milliers de contre-exemples en tête et je dis pas le contraire, parce qu'effectivement ça mène à des plans marrants, mais ce serait dommage de devenir cynique. Enfin, je vous dis ça, mais j'ai été le premier à jouer les gros cons frileux devant l'annonce d'un animé Dorohedoro tout en CGI. Je veux dire, le manga a été adapté en animé presque 20 ans après sa première publication pour plusieurs raisons. La première, c'est pas, et ça n'a jamais été un projet aussi porteur que ça, hein. Dorohedoro est passé entre 2000 et 2018 dans 3 magazines de prépublication différents, et plutôt des tout petits magazines en vrai. Ça n'a jamais été une œuvre destinée à être surimprimée et survendue. La deuxième raison, je sais pas trop si vous le voyez depuis le début, mais Dorohedoro le manga c'est très beau. Mais Dorohedoro le manga c'est quand même visuellement extrêmement particulier. C'est très bien fichu, ça fourmille de détails, mais l'esthétique est très brute, un peu sale. Je parlais de Colline du Crack tout à l'heure, mais ce que je veux dire par là, c'est que tous les lieux, tous les objets et toutes les choses de Dorohedoro sont dessinés comme sales ou usés. Tous les vêtements auraient besoin d'un lavage à au moins 2000 degrés. Ça c'est sale, ce truc là aussi est dégueu, je sais même pas ce que c'est. On est souvent pris entre claustrophobie et anxiété, tout a l'air d'avoir eu 10 fois le temps de pourrir, y a jamais un seul truc propre à l'image. On est constamment au bord de la surcharge d'une case à l'autre, jusqu'à parfois toucher l'illisible. C'est à la fois terrifiant et fascinant. Le seul problème que ça a posé, c'est qu'en l'état, Dorohedoro a longtemps été vu comme complètement inadaptable. Et a raison. En lisant le manga, je me suis aussi demandé comment il aurait pu être possible de retranscrire le style étrangement raffiné de Kyu Hayashida, que ce soit en termes de design du décor ou des personnages. J'ai beau prêcher d'avoir la foi, je suis pas Jésus non plus, hein. Et je vais pas vous jouer de la flûte, hein. Moi non plus je l'ai pas bien vécu, l'adaptation des mangas de Junji Ito. Bonjour, je suis plat.
les papiers du véhicule. Je plaisante, mais j'en souffre encore. Et c'est pourtant vers de la CGI bien propre que s'est tourné le staff. Et c'était cool. Il y a un compromis visuel entre ce qu'il est possible d'animer et ce qu'il est possible de montrer. Selon moi, la réussite visuelle de Dorohedoro tient à deux choses. La première, et bordel, elle est incroyable, c'est la direction artistique de Shinji Kimura. Un artiste qui était complètement pressenti pour le rôle, en fait. C'est même franchement abusé, en vrai. Il a été directeur artistique sur entre autres Steam Boy, Amer Béton et Les Enfants de la Mer. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'effectivement, en plus d'avoir pris le pari de faire l'impossible, de voir l'invisible cru combat le pouvoir, le staff de MAPPA a vraiment pensé à la meilleure manière d'adapter Dorohedoro. Je veux dire, on retrouve pas mal d'idées visuelles des films ou des animés sur lesquels Shinji Kimura a assuré la direction artistique. L'exemple le plus parlant selon moi, c'est l'adaptation animée de Ipira. L'histoire d'un vampire tout mignon, déjà dessiné par Shinji Kimura et écrite par Katsuhiro Otomo. Oui, l'auteur d'Akira, parce qu'après tout, pourquoi pas. Déjà, je pense qu'Ipira est intéressant parce que même si ça n'a clairement pas les moyens des Enfants de la Mer, ça a carrément été réalisé par Shinji Kimura. Et je suis certain que ça a joué un rôle sur la direction artistique de Dorohedoro. Je veux dire, dans Ipira, on retrouve déjà beaucoup de choses qui hurlent Dorohedoro. Le design des décors très irrégulier mais élégant, le côté un peu crado, et la 3D. Oui, monsieur ou madame, je sais pas, répondez pas. En bref, Dorohedoro c'est top tier. Entre Samus sans amour et Wario, à peu près par là. Je dirais même que si c'est pas tout à fait à la hauteur du dessin de Kyu Hayashida, on tient là un animé qui brille par un très bon choix de world designer. Et rien que ça, c'est déjà montré qu'on a cherché à comprendre le cœur de l'œuvre originale. Deuxième raison pour laquelle Dorohedoro est une réussite visuelle, le travail de réalisation de Yuichiro Hayashi, qu'on peut voir sur l'opening, sur les épisodes 1 et 12, et aussi les 5 endings, parce que c'est pas parce qu'un animé fait 12 épisodes qu'il a pas le droit d'avoir 5 endings. Yuichiro Hayashi, donc, qui est un réalisateur d'animé connu pour son travail sur quelques projets en rapport avec Garo, mais que les plus nerveux d'entre vous attendent au tournant pour la dernière saison de l'Attaque des Titans. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Le truc fascinant derrière le travail d'Hayashi dans Dorohedoro, c'est sa faculté à capturer le côté très crado de l'œuvre pour en faire une force assez particulière. C'est très visible dans l'opening par exemple, qui est complètement psychédélique et qui fait vachement appel aux jeux de couleurs pour suggérer des idées, qui n'étaient pas vraiment là dans le manga à la base. Mais c'est aussi le cas dans les épisodes réalisés par Hayashi, dans lesquels on retrouve effectivement l'idée de jeux de couleurs, mais dans lesquels on trouvera aussi quelques scènes de bagarre vraiment propres, avec un découpage qui rend effectivement honneur au manga sans tomber dans la copie. Du coup, est-ce que l'anime Dorohedoro est bien? Oui, il est super et c'est une porte d'entrée idéale pour le manga. Est-ce que l'anime Dorohedoro aura une suite? C'est probable, mais en vrai j'en sais rien. Je pense très sincèrement qu'il en aurait bien besoin. Au vu de ce qui reste à adapter et au rythme où ça va, faudrait au moins 2 saisons de plus. Et pour faire les choses bien, faudrait aussi garder la même direction artistique et peut-être la même réalisation. Si vous avez vraiment la dalle, il y a 6 OAV qui adaptent les chapitres gags du manga. Mais là, bon, c'est pas la même valeur de production. Et si j'ai aimé Dorohedoro, t'as des animés à conseiller? Maintenant, si je devais vous conseiller des animés après avoir vu Dorohedoro, je vous conseillerais Bakano et Durarara, que je prononce toujours comme je veux. Parce que maintenant que vous avez vu un animé choral, je suis toujours pas sûr que ça se dise, ce serait dommage de s'arrêter. Et si dans l'idée vous avez plutôt besoin de reprendre confiance en la CGI, vous pouvez aussi regarder les productions récentes ou pas du studio Orange, comme Oseki no Kuni, là les aventures de Super Caillou, ou alors l'adaptation du manga Beastars, qui a une putain de gestion de la lumière incroyable, et un storyboard absolument sans faille. Yif yif en effet, quoi que ça veuille dire. Et je vous conseillerais aussi de vous abonner à la chaîne, et éventuellement de lâcher vos recommandations personnelles. Je vous invite aussi à aller inspecter mon Tipeee si vous souhaitez me soutenir, ça compte pour beaucoup. C'est disponible dans la description et ça me permet de me payer de délicieux kebabs pas trop loin. En attendant, je vous dis à la prochaine fois, bisous tout doux.